Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat juste avant qu'on commence. Alors j'attends juste d'avoir... c'est tout bon? Parfait. Eh ben, bonjour à tous, merci de prendre le temps de l'échange aujourd'hui. Donc sur le sujet, ce qu'il faut savoir pour employer des intermittents du spectacle. N'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions, on y répondra avec plaisir à la fin. Du coup, pour vous donner quelques petits éléments sur Moving Motion dans un premier temps, donc nous, on est une... Hop, je change juste de slide. Parfait. Donc nous, Moving... Alors, ça a été parfait. Donc nous, Moving Motion, on est une structure qui existe depuis un petit peu plus de 10 ans. On accompagne 3000, un peu plus de 3000 clients sur le secteur culturel, que ce soit côté prod audio, prod phono ou le spectacle vivant. On a également notre espace salarié composé à peu près de 180 000 intermittents. Et donc, donc voilà, on accompagne les clients sur la partie gestion sociale et gestion de paye de ces derniers. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, hop, donc nous on accompagne nos clients sur quatre volets au total. Donc le volet social, donc là tout ce qui va être gestion de paye, gestion sociale, la partie comptabilité, donc avec notre filiale qui les accompagne sur de la comptabilité, on va dire pure et dure, et les notes de frais. Et dans un troisième temps, notre job board, donc Moving Motion Talent, qui permet aux employeurs de chercher des intermittents pour leur projet, et dans un second temps pour les intermittents pour qu'eux-mêmes puissent chercher justement des offres à laquelle postuler sur des projets. Et dans le dernier temps, l'espace salarié que bon nombre de personnes connaissent, l'assistant administratif en fait pour les intermittents, peuvent mutualiser tous leurs éléments et gérer leur intermittence au fur et à mesure. Donc ça, voilà un petit peu pour les quatre grands piliers de Moving Motion. Hop, après, on a des offres complémentaires comme les notes de droit d'auteur, l'audit de conformité, les offres réglementaires et les formations thématiques. Et voilà, du coup, voilà dans les grandes lignes pour Moving Motion. Je vais passer le relais à mon cher collègue Pascal, expert Pay, qui va pouvoir vous dépeindre tout le processus d'emploi d'un intermittent. Merci Hugo. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présent sur ce webinaire dédié à ce grand sujet, ce qu'il faut savoir pour embaucher des artistes et des techniciens intermittents du spectacle. Je pense qu'il est important de commencer par se mettre d'accord sur la notion d'intermittent du spectacle avant de dérouler la suite sur les obligations, les modalités pratiques qui vont concerner leurs employeurs, c'est-à-dire a priori vous, bien sûr, potentiellement ou déjà en pratique. Donc, premier point, qu'est-ce qu'un intermittent du spectacle ? Alors, on sait tous qu'il y a un certain nombre de mots et quelquefois d'acronymes qui tournent autour de la notion d'intermittent du spectacle. Vous avez sans doute entendu parler de CDDU, d'annexe 8, d'annexe 10, de congé spectacle. Essayons de faire le point, essayons ensemble de donner une définition de l'intermittence du spectacle. Premier point, le point sans doute essentiel. L'artiste ou le technicien que l'on qualifie d'intermittent du spectacle, c'est un salarié. Il va y avoir un contrat de travail, un CDDU dont on va parler tout à l'heure, c'est un salarié. Ensuite, c'est quelqu'un qui va avoir un métier. Ce métier, on le scinde en deux grandes catégories, soit un métier d'artiste du spectacle, un comédien, un musicien, un danseur, soit un métier technique. Point suivant, c'est quelqu'un donc, comme il est salarié, qui est embauché avec un contrat de travail particulier qui est un CDD, un contrat de travail à durée déterminée. Plus précisément un CDDU, on en reparle tout à l'heure. Et pourquoi faire ? Dans quel cadre ? Eh bien, cet artiste ou ce technicien, embauché en CDD, il l'est pour un spectacle vivant ou un spectacle enregistré, qui sont liés en fait aux activités de l'employeur. Et, si je puis dire, la cerise sur le gâteau, c'est que cette personne, modulo certaines conditions, va pouvoir ouvrir des droits
un régime d'assurance chômage particulier, le fameux régime dont on trouve les règles au sein de l'annexe 8 pour les techniciens, de l'annexe 10 pour les artistes du spectacle, annexe à quoi? Annexe à la Convention générale de l'assurance chômage. Voilà donc, si on essaye de se donner une définition très, très synthétique, voilà ce que l'on peut dire sur ce qu'est un intermittent du spectacle. Rentrons maintenant un petit peu dans le détail avec qui, combien, pourquoi. On commence par le qui. On a dit tout à l'heure que les intermittents du spectacle, c'était des personnes que l'on pouvait classer dans deux grandes catégories de métiers, les métiers d'artistes du spectacle et les métiers de techniciens. Pour ce qui est des artistes du spectacle, on a une petite liste qui nous est donnée par le Code du travail. Vous l'avez sous les yeux. Hein. L'artiste du spectacle, c'est l'artiste lyrique, c'est l'artiste dramatique, c'est le danseur, artiste chorégraphique, musicien, chef d'orchestre, ou encore aussi le metteur en scène, le réalisateur ou le chorégraphe pour l'exécution matérielle de sa conception artistique. C'est particulier ce point-là hein, concernant ces trois métiers, metteur en scène, réalisateur et chorégraphe. Pourquoi? Parce qu'ils ont potentiellement deux modes de rémunération. Prenons le metteur en scène. Quand il est sur scène, quand il est en train de répéter avec les comédiens, c'est un salarié. Il percevra des cachets. Mais le metteur en scène, il a conçu sa mise en scène. Et donc, dès lors qu'il y a un spectacle qui est exploité, eh bien, potentiellement, il pourra percevoir des droits d'auteur par rapport à l'exploitation qui est faite de sa création artistique. Donc, c'est la raison pour laquelle le metteur en scène, le réal ou le chorégraphe, eh bien, ils sont assurément salariés quand ils travaillent physiquement avec les artistes, hein, sur scène ou derrière une caméra, mais aussi potentiellement auteurs et auteurs rémunérés modulo le contrat qui a été passé avec le producteur. En ce qui concerne les techniciens, là aussi, il y a des emplois précis, mais ces emplois, on ne les trouve pas dans le Code du travail, on les trouve dans les conventions collectives. Vous savez que dans chaque convention collective, des secteurs du spectacle en l'occurrence, hein, en ce qui concerne notre sujet, dans chaque convention collective, il y a des classifications professionnelles. Et les classifications professionnelles, eh bien, classent les métiers en fonction de cadre, non cadre, en fonction de différents critères et attribuent évidemment des minima de salaire. Eh bien, les emplois des techniciens sont précisément identifiés par convention collective et ces listes, eh bien, on les retrouve au sein de l'annexe 8 de l'assurance chômage et donc ce sont bien des emplois avec des intitulés précis que vous devez utiliser quand vous recrutez un technicien. On peut se poser la question de combien y a-t-il d'intermittents du spectacle en France? Alors, la question posée comme ça n'est pas assez précise. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que l'on parle des artistes et des techniciens qui ont ouvert des droits au titre du régime particulier d'assurance chômage? Et dans ce cas-là, on est sur un chiffre de 120 000 qui est à peu près stable, à plus ou moins 10 000 personnes chaque année, 120 000 personnes qui sont en moyenne chaque année indemnisées par France Travail au titre de l'annexe 8 ou de l'annexe 10. Mais on a un autre chiffre qui est grosso modo 280 000. 280 000, c'est le nombre de personnes, et donc ça inclut les 120 000, qui ont sur une année eu au moins un contrat de travail en tant qu'artiste ou en tant que technicien du spectacle, un contrat de travail donc à durée déterminée dit d'usage. Voilà les deux chiffres que l'on peut dire. Donc ça veut dire que dans ces 280 000, on a 120 000 personnes qui ont ouvert des droits au titre du régime particulier d'assurance chômage, et les autres, c'est des personnes qui soit ont été recrutées de manière tout à fait ponctuelle, soit c'est des personnes qui n'ont, je pense qu'il y en a assez peu, qui ont décidé de ne pas demander leurs droits à France Travail. Dernier point, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il existe un régime d'assurance chômage particulier? Alors ce régime, il existe depuis les années 60, il est structuré tel qu'on le connaît depuis le début des années 80. Eh bien, les partenaires sociaux, on rappelle que l'assurance chômage est pilotée par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, à l'origine, ont considéré que les artistes et les techniciens
qui travaillaient donc ponctuellement, on ne parle pas des salariés permanents, hein, eh bien, étaient systématiquement en situation de précarité. Ils avaient systématiquement une multiplicité d'employeurs, c'est fréquemment le cas, et évidemment, ils travaillent donc systématiquement en mode projet. On sait très bien qu'un spectacle a une date de début, une date de fin, et donc c'est pour cette raison-là hein, que les personnes sont en CDD. Eh bien, tout ça ne participait pas finalement à la sécurisation de leur parcours professionnel, comme on dit aujourd'hui. Et donc, pour ces raisons-là, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place des règles particulières au regard de l'assurance chômage. Donc, petit zoom sur l'assurance chômage pour bien comprendre, hein, un petit schéma, c'est toujours plus simple. Donc, les artistes et les techniciens sont des salariés, de fait et de droit, ils sont couverts au titre de l'assurance chômage. Pour les artistes et les techniciens qui ont donc des CDD systématiques et potentiellement de multiples employeurs, il y a donc un régime d'assurance chômage particulier. Où est-ce que l'on trouve ces règles? On les trouve dans l'annexe 8, annexe donc à la Convention générale de l'UNEDIC pour les ouvriers et les techniciens, et à l'annexe 10 pour les artistes du spectacle. Passons maintenant de l'autre côté. Passons de votre côté, côté entreprise. On se souvient, donc l'objectif de ce webinaire, c'est de faire un point sur comment embaucher des artistes et des techniciens intermittents du spectacle. Alors, un petit rappel, vous êtes employeur, du coup, vous avez le code du travail à respecter, donc la loi, les minima légaux, si je puis dire, mais aussi la convention collective dont vous relevez. Et on rappelle que la convention collective dont on relève, c'est celle qui est liée à l'activité principale de l'entreprise. Si jamais si jamais vous aviez plusieurs activités, eh bien c'est l'activité qui génère le chiffre d'affaires majoritaire qui détermine la convention collective applicable. On aurait potentiellement une troisième source à respecter, ben c'est évidemment le contrat de travail hein, qui a été négocié avec le salarié. La vignette qui arrive va présenter les différentes conventions collectives que l'on identifie très clairement dans les différents secteurs du spectacle. Alors, les deux premières que vous avez à l'écran visent les entreprises du spectacle vivant. Les entreprises du spectacle vivant, c'est les entreprises qui produisent des spectacles, qui les diffusent ou qui exploitent des lieux destinés à accueillir du public pour les spectacles. Alors, question, vous pourriez dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux conventions collectives, étant donné que ça vise des entreprises qui font la même activité, qui produisent, qui diffusent ou qui exploitent des lieux? Eh bien, la raison, elle est historique. On a d'un côté la convention collective des entreprises artistiques et culturelles qui vise les entreprises qui ont des relations régulières avec les pouvoirs publics. Et de l'autre, on a la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant qui vise les entreprises qui, a priori, n'ont pas de relation avec les pouvoirs publics. Pour être plus précis, revenons sur la première, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Sont visées les entreprises déjà pour lesquelles pour lesquelles il y a au sein du conseil d'administration une personne nommée par les pouvoirs publics, ou bien une entreprise dont la direction est nommée par les pouvoirs publics, ou bien encore une entreprise qui détient un label. Vous savez, label scène de musiques actuelles, un label scène nationale ou encore centre dramatique national. Et enfin, on est toujours dans le premier cas de figure, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles va viser aussi les entreprises qui perçoivent directement des fonds publics, traduisez subventions, au titre d'aide au projet par exemple. Donc ça signifie que si l'on ne répond pas au moins à l'un de ces quatre critères, eh bien, a priori, on relève de l'autre convention collective qui est la convention collective SVP, spectacle vivant privé hein, pour les intimes. Voilà ce qu'on peut dire donc brièvement sur les conventions collectives dans le spectacle vivant.
On en a une autre qui est un petit peu à part, qui est la convention collective ELAC, Espace de loisirs, d'attraction et culturelle, qui concerne les parcs de loisirs, les manèges, les expositions. On pourrait se dire, mais quel est le rapport avec le spectacle vivant? Eh bien, le rapport, c'est que dans cette convention collective, il y a une annexe spectacle. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans certaines entreprises qui relèvent de cette convention collective, ELAC, eh bien, on a les parcs Astérix, on a Disney, on a, eh bien, ces structures organisent des spectacles vivants et du coup peuvent embaucher des artistes et des techniciens intermittents. On bascule maintenant du côté du spectacle enregistré. Alors, on peut citer la convention collective de la production cinématographique, qui vise les films longs ou courts-métrages à destination des salles de cinéma, mais aussi les films publicitaires, quelle que soit leur destination. On peut citer la convention collective des productions de films d'animation, c'est les dessins animés, quelle que soit leur destination. La convention collective de la production audiovisuelle qui vise les entreprises qui produisent du contenu pour la télé, pour le web ou encore qui font des films d'entreprise. Toujours dans la grande famille du spectacle enregistré, on a la convention collective de l'édition phonographique, les labels, les maisons de disques. Et puis, les conventions collectives radiodiffusion et télédiffusion. Et puis, une petite dernière, enfin petite, non, une convention collective importante qui est la convention collective des prestataires techniques. C'est-à-dire les entreprises qui sont sollicitées soit par les entreprises de spectacle vivant, soit par les entreprises de spectacle enregistré pour construire un décor, louer des costumes, faire des installations scéniques, que ce soit du matériel son ou du matériel lumière, ou encore les entreprises qui font le doublage des films. Toutes ces entreprises relèvent de la convention collective ETSCE, entreprise technique au service de la création et de l'événement. Voilà pour cette vignette un peu dense, mais qui nous permet d'avoir un panorama sur ces différentes conventions collectives. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a posé donc la définition de l'intermittent et quelques rappels concernant les entreprises, et bien maintenant, comment embaucher un intermittent du spectacle? On se souvient, la première chose qu'on a dite à propos de l'intermittent du spectacle, c'était que c'était des personnes salariées. Du coup, un petit rappel sur les contrats de travail, ça ne fait pas de mal. Contrat de travail, la définition qu'on peut donner, qu'on ne trouve pas dans le Code du travail d'ailleurs, bon, c'est que c'est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, en échange d'une rémunération. On a, au regard de cette définition, ce qui est sous-tendu dans cette définition, c'est la notion de subordination juridique. Quels sont les types de contrats qui existent en France? Il y en a deux. Il y a le contrat de travail à durée indéterminée, qui est la règle, et les contrats à durée déterminée, qui sont l'exception. Qu'est-ce que ça veut dire, règle ou exception? Ça veut dire que par défaut, quand on embauche quelqu'un en CDI. Si on déroge à cette règle, eh bien, il faut qu'on ait un bon motif de recours au CDD pour pouvoir déroger à cette règle. Eh bien, voyons tout de suite les principaux motifs de recours au CDD. Très simple. Le premier, c'est le bon sens, c'est qu'un employeur a la possibilité d'embaucher quelqu'un en CDD s'il doit remplacer un salarié momentanément absent. Quelqu'un qui est parti en congé, quelqu'un qui est en arrêt maladie, par exemple. Deuxième situation, lorsque l'employeur fait face à un accroissement temporaire d'activité, quelque chose qui n'était pas prévu, une situation ponctuelle, qui fait que la personne a besoin de main-d'œuvre, de bras, de cerveau supplémentaires. Et puis, dernier grand motif de recours, il y en a une petite dizaine en tout, dans le Code du travail, on met à l'écran les trois principaux. Le troisième principal cas de recours vise les emplois qu'on appelle les emplois temporaires par nature. Et dans ce dernier cas de figure, eh bien, c'est là où l'on a le fameux CDDU, contrat de travail à durée déterminée, dit d'usage. Pourquoi usage? Parce que le texte, L 1242-2, troisième alinéa du Code du travail, bref, le texte nous dit que, eh bien, pour certains emplois, il peut être d'usage constant de ne pas recourir au CDI,
en raison de la nature de l'activité et du caractère temporaire de l'emploi. C'est le cas des artistes et des techniciens intermittents du spectacle. Cela fait des décennies qu'il y a un usage constant de ne pas utiliser le CDI. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, parce que les artistes et les techniciens, ils bossent en mode projet. On bosse sur un spectacle, on bosse sur une production audiovisuelle, et on sait très bien que cette production a une durée déterminée. Voilà. Maintenant, passons au cœur de l'affaire. Au travers d'une petite ligne du temps que vous avez à l'écran, eh bien, les principales étapes du recrutement d'un artiste ou d'un technicien intermittent, principales étapes jusqu'aux déclarations sociales. Alors, première étape, le recrutement. Oui, on rencontre des gens, on se met d'accord, on identifie la personne qui convient. OK, c'est bon. On doit faire un certain nombre de vérifications, dont une vérification importante, qui est l'aptitude médicale. Alors, vous le savez, sans doute, les artistes et les techniciens vont passer leur visite médicale auprès d'un organisme qui s'appelle Thalys Santé. Alors, soit Thalys Santé en Île-de-France, où il y a quelques antennes, mais si l'artiste ou le technicien habite en région, eh bien, il y a des services de santé au travail qui sont en partenariat avec Thalys Santé et donc auprès desquels l'artiste ou le technicien peut faire sa visite. Donc, très important, l'employeur doit vérifier que la personne elle est apte, elle a donc son certificat d'aptitude dûment tamponné par Thalys Santé. Le point suivant, c'est le fait que l'employeur doit demander un numéro d'objet à France Travail Service. Alors, France Travail Service, on se rappelle, c'est l'assurance chômage. La particularité quand on embauche des intermittents du spectacle, c'est qu'il y a un service de France Travail qui est dédié aux intermittents, c'est France Travail Service ou France Travail Spectacle. Donc, il y a un numéro d'objet qui est à demander dès lors qu'on embauche un artiste ou un technicien. L'employeur fait ça, s'il s'est créé un compte auprès de France Travail Service, il suit le petit mode d'emploi sur le site internet de France Travail Service. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rédiger le contrat de travail à durée déterminée dit d'usage, le CDDU. On rappelle que la rédaction, donc l'écrit est obligatoire pour le CDD, il n'y a rien de spécifique aux intermittents, bien sûr. On rappelle aussi que selon la loi, le contrat de travail à durée déterminée doit être signé et remis aux salariés dans les 2 jours qui suivent l'embauche. La logique voudrait que le contrat soit évidemment signé et conclu évidemment avant l'embauche. Et puis, comme tous les employeurs, eh bien, l'employeur d'artiste ou de technicien doit faire une DPAE, une déclaration préalable à l'embauche. C'est simplement le fait de dire à l'URSSAF, j'embauche telle personne à partir de tel jour, telle heure. Bien, tout est prêt. Maintenant, c'est la prestation de travail. Le jour J à l'heure H, l'artiste ou le technicien travaille. Bien. Une fois que la prestation a eu lieu, imaginons un contrat de travail court, voilà, eh bien, il faut rédiger le bulletin de salaire, il faut payer le salaire net après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au salarié. On va lui remettre les documents de fin de contrat que l'on va voir tout à l'heure, mais en substance, bulletin de salaire, attestation France Travail, qui a un petit nom pour les artistes et les techniciens, c'est l'AEM, attestation employeur mensuelle, et troisième document de fin de contrat, le certificat d'emploi, congé spectacle. Et puis, l'étape ultime, qui est finalement sans doute la plus importante, c'est le fait de déclarer les salaires qui ont été versés pour pouvoir payer les cotisations sociales qui ont été calculées sur le bulletin de salaire. On rappelle que tout ce travail administratif n'a qu'une seule finalité, finalement. C'est le fait de pouvoir payer des cotisations sociales pour que les uns les autres, les salariés en l'occurrence, aient des droits sociaux et une couverture sociale pour la retraite, pour la maladie, pour les congés payés, donc dans notre cas de figure, pour l'assurance chômage, pour la formation professionnelle. Il ne faut pas perdre de vue la finalité de tout ce travail administratif. Voilà. Donc, très succinctement, les étapes de recrutement qu'on a pu voir ensemble. Un petit zoom sur le numéro d'objet qui est très particulier, très spécifique à l'embauche des artistes et des techniciens. Donc, on a donc un numéro qui est à demander auprès de France Travail Service ou France Travail Spectacle avant toute nouvelle production. On a marqué spectacle, mais
spectacle, ça fait souvent penser au spectacle vivant, c'est quel que soit, que ce soit un spectacle vivant ou un spectacle enregistré. Donc, 3 étapes. 1, l'employeur se connecte sur son site, sur son espace à France Travail Spectacle pour demander un numéro d'objet. Il le demande, ce numéro, si il produit une nouvelle production. S'il reprend un spectacle qui a déjà été créé, qu'il a déjà créé il y a 2 ans, il utilisera le même numéro. Donc, un spectacle égale un numéro d'objet, c'est ce qui est marqué au milieu de la vignette. Et l'utilisation, qu'est-ce qu'il en fait de ce numéro? Eh bien, ce numéro doit être reporté sur toutes les attestations France Travail, les AEM, attestations employeur mensuel, et aussi indiqué sur les bulletins de salaire, donc de manière obligatoire. Voilà donc le petit zoom sur le numéro d'objet. Et les documents de contrat, de fin de contrat, pardon, logique, hein, le bulletin de salaire. Hein. Alors, le bulletin de salaire, ainsi que l'AEM et le certificat d'emploi congé spectacle, ces documents sont souvent faits en fin de mois. Pourquoi? Parce que la paye, qu'elle soit faite en interne ou par un prestataire, eh bien, pour des raisons pratiques, sont souvent faites en fin de mois. On fait l'ensemble des payes de l'entreprise. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a eu un contrat de travail le 2 du mois, eh bien, souvent, les documents de contrat sont envoyés en fin de mois. Il n'y a pas de problème de légalité là-dessus, vu que le Code du travail dit que le salarié est payé au moins une fois par mois. Ça, c'est le Code du travail qui dit ça. Certaines conventions collectives peuvent prévoir des paiements plus fréquents, mais la règle est celle-ci. Donc, document de fin de contrat, bien sûr, le bulletin de salaire au moins tous les mois, l'AEM, que vous avez en point numéro 2, donc l'attestation employeur mensuelle, qui est générée par le logiciel de paye spécialisé, qui est nécessairement spécialisé pour les payes du spectacle, et puis le certificat d'emploi congé spectacle, qui doit être remis au salarié et qui lui permettra, le cas échéant, de pouvoir percevoir son indemnité congé payé versée par la caisse des congés spectacles une fois par an à partir du mois de mai de chaque année. Voilà, donc l'essentiel des documents de fin de contrat que l'on rencontre systématiquement. Voilà, le petit tour d'horizon qu'on pouvait faire. Allez, dernière vignette, qu'est-ce qu'on retient? Point 1, quels sont les employeurs d'intermittents du spectacle? Alors, pour ce qui est des employeurs professionnels, ce sont les employeurs qui relèvent des différentes conventions collectives du spectacle vivant et du spectacle enregistré. On les a présentées tout à l'heure. Vous remarquerez sur ce point numéro 1 que l'on n'a pas évoqué les entreprises ou les particuliers employeurs qui ne sont pas dans le spectacle vivant. Ce webinaire ne leur est pas destiné. Point numéro 2. Le contrat de travail d'un artiste ou d'un technicien, c'est un CDDU, contrat de travail à durée déterminée, dit d'usage. C'est un motif spécifique de recours au CDD. Point numéro 3. Les artistes et les techniciens, intermittents du spectacle, relèvent d'un régime d'assurance chômage particulier. Point numéro 4. Les artistes et les techniciens perçoivent leurs congés payés par l'intermédiaire d'une caisse qui s'appelle la caisse des congés spectacles. C'est pas nouveau. Ça date de 1939, pour info. Point numéro 5. Les artistes et les techniciens du spectacle bénéficient d'un régime de retraite et d'un régime de prévoyance complémentaire qui est spécifique, géré par audience en l'occurrence. Point numéro 6. Les artistes et les techniciens ont un service de prévention et de santé au travail qui est dédié, qui est un organisme qui s'appelle Tali Santé. Ils doivent faire leur visite médicale auprès de cet organisme, soit directement s'ils sont en Île-de-France, soit dans un SST, dans un service de santé au travail en région qui est en partenariat avec Tali Santé. Et enfin, concernant la formation professionnelle, il y a un OPCO, un opérateur de compétences, qui est dédié pour les intermittents du spectacle, qui est l'AFDAS. Voilà, le tour d'horizon. Je vois qu'il est 10h29, on a un timing excellent. Je laisse la parole à Hugo, parce que maintenant, eh bien, la parole est à vous aussi. Eh ben, merci d'avoir pris le temps d'écouter notre cher Pascal. Est-ce que vous avez peut-être des questions? La question que nous avons, c'est comment pouvons-nous rédiger une AEM? Alors, bonne question. L'AEM, on ne la rédige pas avec un papier et un crayon, même si physiquement on peut en trouver des AEM. L'AEM, elle est éditée par le logiciel de paye que l'on utilise pour
faire les payes d'intermittents du spectacle. Du coup, nécessité d'avoir un logiciel de paye dédié aux payes d'intermittents du spectacle. Parfait. Alors, je vois qu'il y a une seconde question. Quelle est la différence entre l'AEM et le certificat emploi congé spectacle? Bonne question, parce qu'avec tous ces documents, c'est facile de se perdre. Hein. L'AEM, attestation employeur mensuelle, est un document destiné à France Travail. Sur ce document, il est indiqué, en substance, le nom du salarié, son emploi, sa rémunération et son temps de travail. Ce document permet à France Travail de déterminer, en fait, le temps travaillé et le salaire perçu par l'artiste ou le technicien pour pouvoir calculer les droits auxquels il pourra avoir droit. En ce qui concerne le certificat d'emploi congé spectacle, c'est le document qui va permettre au salarié de justifier auprès de la caisse des congés spectacles le fait qu'il a travaillé tel jour avec tel salaire pour pouvoir faire en sorte que les congés spectacles calculent son indemnité de congé payé. Parfait. Alors, je vois qu'il y a une troisième question. Peut-on avoir plusieurs conventions collectives, par exemple production ciné et production audio? Ah, on l'attendait la question, évidemment. Alors, je propose une réponse en 2 temps. Premier point, on commence toujours par le principe. Principe, non. On ne peut pas appliquer 2 conventions collectives. La convention collective, on l'a dit tout à l'heure, est liée à l'activité principale de l'entreprise. Et si jamais on a 2 activités, eh bien, c'est l'activité qui génère le chiffre d'affaires majoritaire qui génère la convention collective applicable. Ça, c'est le principe. Mais vous savez bien, dès lors qu'il y a un principe, il y a des exceptions. Et bien justement, dans nos secteurs du spectacle, il y a une exception donc qui permet à une entreprise d'appliquer 2 conventions collectives, c'est le dispositif des clauses de réciprocité qui existent entre certaines conventions collectives. Et si je reprends votre question, eh bien oui, justement, il y a une clause de réciprocité entre la convention collective de la production cinématographique et la convention collective de la production audiovisuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. Vous êtes une entreprise, vous faites de la prod audio, c'est votre activité principale. OK. Et vous avez, à un moment donné, par le biais de rencontres, tout ça, l'opportunité de faire un film à destination du cinéma. Comme il existe une clause de réciprocité entre ces 2 conventions collectives, les artistes et les techniciens que vous allez recruter pour le film à destination du cinéma, eh bien pour eux, pour la durée de la production, pour la durée de leur contrat de travail, pour eux, vous allez pouvoir appliquer la convention collective de la production cinématographique. Voilà un exemple. Donc, c'est donc une exception à le fait de pouvoir appliquer 2 conventions collectives, et cette exception se rencontre dans nos secteurs par le biais des clauses de réciprocité ou clauses miroirs, mais qui n'existent pas entre toutes les conventions collectives. On a pris un exemple. Alors, du coup, peut-être pour compléter cette question, la question juste après était comment bien comprendre en fait une convention collective, car nous avons déjà lu, mais c'est pas tout à fait compréhensible. Alors, je peux pas dire le contraire. Je peux pas lui dire le contraire. Une convention collective n'est pas toujours d'une lecture aisée. C'est vrai. Alors parce que ça renvoie quand même à des notions juridiques, des notions en droit du travail, en droit social plus largement, qu'il faut effectivement maîtriser. Que dire si ce n'est que oui, vous avez raison et que ça nécessite un petit entraînement ou peut-être des compétences en amont en matière juridique. C'est vrai. Alors, pour la prochaine question, alors peut-être qu'on va aller directement parce qu'elle est un petit peu longue. Ah, hop. ok. Hop. Alors, est-ce que je vais la voir? Elle est juste ici. Je compte créer. Alors, je me permets de lire. Je compte créer une asso afin de cadrer la production d'un court-métrage que je compte financer avec une aide régionale. J'ai entendu que je pouvais me baser sur le SMIC pour fixer les rémunérations et non sur la convention cinéma. Est-ce bien le cas? Alors, donc, vous partiriez d'une entreprise, une association en l'occurrence, vous partez de rien, donc vous créez une entreprise. Donc, a priori, à partir de là,
vous allez devoir déterminer une convention collective applicable. Si l'activité principale est liée à la production cinématographique, en effet, c'est cette convention collective-là que vous allez devoir appliquer. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, vous posez la question des minima. Les minima seront, dès lors que la convention collective que vous allez appliquer est bien la convention collective production ciné, les minima sont les minima de la convention collective production ciné. Après, il y a des particularités qui nécessiteraient sans doute une analyse un peu plus fine qu'on ne peut pas avoir dans ce cadre-là, mais sur le fond, par principe, vous créez une entreprise, vous avez une activité principale et donc il y a une convention collective qui est liée. C'est sûr. Intéressant la question. Ce qui compte, c'est le code APE ou la convention collective. Bonne question. Alors, bon, donc la convention collective, on en a parlé. La convention collective, c'est l'ensemble des règles qui vont adapter le code du travail à un secteur d'activité particulier. Toute entreprise, tout du moins dans nos secteurs, doit appliquer une convention collective en lien à son activité principale. Point. Donc ça, c'est obligatoire. Le code APE ou code NAF, c'est le code, vous savez, qui est donné par l'INSEE au moment où l'entreprise se crée, au regard de ce qu'on a rempli quand on a créé notre entreprise. Le code NAF, code APE donné par l'INSEE, est un code à des fins statistiques. Ça n'a aucune valeur juridique. Donc, ce qui compte, c'est votre activité principale. C'est ça qui détermine la convention collective applicable. La plupart du temps, les choses sont en phase. La plupart du temps, le code NAF qui vous a été attribué par l'INSEE, eh bien, renvoie finalement à l'activité logique de la convention collective qui sera la vôtre. Alors, il y a une question intéressante par rapport au GUSO. Hop, cette question-là. Alors on bascule sur le GUSO. On rappelle le GUSO, guichet unique pour le spectacle occasionnel. C'est un dispositif qui a pour but de faciliter toutes les démarches administratives pour soit les entreprises qui ne sont pas professionnelles, c'est-à-dire qui ne relèvent pas de l'une des conventions collectives qu'on a vues tout à l'heure, soit pour les particuliers employeurs. Alors je lis la question. Peut-on utiliser le GUSO pour nos formalités lorsqu'on possède une boîte de prod audio spécialisée dans la réalisation de documentaires en petite équipe? Non. Vous avez une entreprise de production audiovisuelle, vous relevez donc de la convention collective production audio, vous êtes donc employeur entre guillemets professionnel, vous ne pouvez pas utiliser le GUSO. Alors, peut-être une dernière question avant de... Est-ce qu'il y en a une peut-être... Celle-ci, là? Qui pourrait être intéressante pour tout le monde. Alors, comment se passe le lien avec Move in Motion? Comment vous rémunérez-vous? Move in Motion est une entreprise qui est une plateforme web collaborative et qui permet de fluidifier tout le process de gestion sociale des employeurs et principalement des employeurs d'intermittents du spectacle. À ce titre, Move in Motion propose une prestation, précisément une prestation en matière de paye. Donc la rémunération, elle est liée au prix que les clients payent quand ils nous sollicitent pour faire des payes. Voilà. C'est donc une prestation de service. Parfait, merci beaucoup Pascal pour toutes ces réponses. On est désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, il y en a énormément. Vous avez cependant mon contact si jamais vous avez des questions ou mon numéro de téléphone pour me joindre directement. On a un petit peu dépassé le créneau, d'où cette fin à 10h40. Voilà, merci à tous d'avoir pris le temps de ces 40 minutes-là pour cette présentation très complète et spécifique de l'intermittence faite par Pascal. Voilà, vous avez nos coordonnées si jamais il y a d'autres éléments que vous souhaitiez aborder. Voilà. Merci pour votre participation. À bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée.